Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres de ce 23 mars, le coup de gueule du préfet d'Indre-et-Loire contre les étudiants hostiles à la loi El Khomri. Selon lui, la sécurité n'est pas assurée sur les manifestations et opérations ponctuelles. Le préfet qui annonce également plus de patrouilles dans les gares, notamment au lendemain des attentats de Bruxelles. Et puis dans ce journal, une question, les mesures de sécurité sont-elles toujours respectées, comme les fouilles systématiques à l'entrée des magasins par exemple? Nous avons testé. Les 86 ponts de l'agglomération Tourangelle ont-ils été abandonnés faute d'entretien par le passé? Une vaste opération de travaux est lancée, le pont de l'Alouette en faisait partie, 4 autres vont subir une cure de jeunesse cette année. Et puis un anniversaire demain le 24 mars, celui des 10 ans de TV Tour Val-de-Loire. Rendez-vous dès 18 h pour une émission spéciale en direct avec de nombreux invités. Dans ce journal ce soir, retour en chiffres sur 10 ans d'activité médiatique et journalistique. Au lendemain du double attentat de Bruxelles, le préfet d'Indre-et-Loire annonce un renforcement des patrouilles dans les gares et dans les aéroports. Un redéploiement des effectifs de police en quelque sorte qui l'amène à pousser un coup de gueule contre les étudiants mobilisés contre la loi El Khomri. Il déplore un grave manquement à la sécurité sur leurs manifestations ou opérations ponctuelles. Les précisions, Amanda Breuer-Rivera. Hier, lors de cette action coup de poing des étudiants grévistes, une cinquantaine de policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité. Une situation qui n'est plus possible pour le préfet. Aujourd'hui, il leur demande de prendre leurs responsabilités et d'organiser un service d'ordre. Les attentats de Bruxelles y sont pour quelque chose. Je leur demande vraiment de faire attention. Lorsqu'ils décident de faire des manifestations, il y aura un effectif qui sera minimal pour ce qui concerne l'encadrement des forces de police. J'en suis pas au stade, même si je pourrais le faire, d'interdire ces manifestations. J'en suis pas là, mais je veux simplement leur dire qu'elles ne se passeront pas comme elles se sont déroulées les jours précédents. Depuis les attaques en Belgique, de nouvelles priorités ont été données par la place Beauvau. La préfecture doit renforcer la sécurité dans l'aéroport et les gares du département, avec un effectif constant. Ce renforcement du plan Vigipirate est aussi l'occasion de rappeler les mesures de sécurité qui avaient tendance à être oubliées. Les maires qui ont des manifestations festives, culturelles ou autres à organiser, de bien faire attention aux dispositifs d'accueil, de filtrage et la même chose aussi pour les opérateurs commerciaux. Je pense notamment là aussi encore à la ville de Tours ou à la ville de Joué-les-Tours, où il y a des commerces qui sont importants. L'invitation ferme à reprendre le filtrage du public, la fouille des sacs ou d'éviter de créer des files d'attente. Des mesures de vigilance mises en place dans le cadre de l'état d'urgence qui ne seraient donc plus respectées selon le préfet. Qu'en est-il réellement? A-t-on abandonné la fouille systématique des sacs, par exemple? Qui sont les bons et les mauvais élèves? Julien Garel et Sébastien Guerche ont fait le tour de l'agglomération Tourangelle. État des lieux avec leur reportage. Bonjour madame, je vais demander d'ouvrir le manteau et le sac s'il vous plaît. Ces derniers mois, vous êtes forcément passé par cette étape. Attention, hein, ça va sortir. C'est parfait, je vous remercie madame. C'est bon? C'est bon. Nous sommes à la mairie de Tours et ici, on procède impérativement à la fouille des sacs et des manteaux. Mais plus de 4 mois après les attentats du 13 novembre, nous avons voulu savoir si ce genre de dispositif était encore en vigueur à Tours. Au centre de congrès du Vinci, des sociétés de sécurité privées assurent toujours les contrôles imposés, en théorie, par l'état d'urgence. Mais dans la pratique, la vigilance s'est relâchée sur de nombreux sites, notamment dans les magasins et centres commerciaux. Démonstration aux Atlantes. Équipés d'un micro et à l'aide d'une caméra cachée, nous allons entrer dans une grande surface avec un sac à dos. Très vite, un vigile nous arrête, mais à notre grande surprise, il ne procède à aucune fouille. Ça n'a rien à voir avec l'état d'urgence. C'est pour éviter qu'ils demandent à la caisse de rouvrir le sac. D'accord. Et si on ne le fait pas, ils nous le font remarquer. Très bien, ça marche. Merci, bonne journée. L'intervention ne portait absolument pas sur la vérification du contenu du sac, mais sur la pose d'un dispositif anti-vol de fortune. Nous réitérons l'expérience chez une plus petite enseigne à Tours-Nord, où les contrôles étaient systématiques il y a encore quelques mois. Cette fois, nous emportons en plus avec nous un sac de sport. Et là encore, l'entrée se fait sans encombre. Ce relâchement des contrôles semble partager les Tourangeaux.
Je trouve que maintenant, ils ont pris peut-être un peu ça à la légère, je sais pas. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle. Sur un endroit comme celui-ci, ça vous choque pas qu'on puisse rentrer sans contrôle? Bah non, étant donné qu'un mec qui a envie de faire péter une bombe, s'il a vraiment envie de la faire péter, il la fera péter. Garde ou pas garde. Reste à savoir si les mesures de sécurité se durciront de nouveau dans les prochains jours suite aux attaques meurtrières de Bruxelles. Et un rassemblement prévu à Blois samedi en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Le maire de Blois et la municipalité sont à l'initiative. Le rendez-vous est donné à 15 h dans la cour de l'hôtel de ville. En bref, la cour d'appel d'Orléans dit non sexe neutre. Elle jugeait le cas de ce sexagénaire tourangeau qui, au mois d'août, avait obtenu du tribunal de Tours le droit d'être déclaré sexe neutre sur son état civil. La cour d'appel d'Orléans ne l'a pas entendu ainsi. Elle se justifie par le fait que la personne intersexuée a une apparence masculine, qu'il s'est marié avec une femme et avec qui il a adopté un enfant, et juridiquement par le fait que le Code civil ne reconnaît que les deux sexes féminin et masculin. Il envoie donc la question au législateur. L'avocate du sexagénaire a annoncé son intention de se pourvoir en cassation et même de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme qui reconnaît un droit à l'identité sexuelle. On en vient à cette question. Les ponts de l'agglomération tourangelle ont-ils été délaissés depuis leur construction? Hier était rouvert le pont de l'Alouette après un an de travaux et jamais il n'avait subi d'opération de maintenance depuis son ouverture en 1965. Et on apprenait hier le lancement d'une série de travaux sur d'autres ouvrages, 4 autres d'ici la fin de l'année. Coût total, pont Alouette compris, 2,3 millions d'euros pour Tour Plus. Aurélie Renaud. Pour réhabiliter le pont de l'Alouette, il a fallu soulever le tablier. Son poids, 1650 tonnes. Une opération d'envergure qui a permis de remettre à neuf l'étanchéité. Selon Tour Plus, une bonne partie des 86 ouvrages de l'agglo auraient besoin de ce type de travaux. Alors en général, ils sont quand même assez abîmés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas subi d'entretien pendant de longues années. Puisqu'ils datent des années 65, donc ils ont en moyenne une bonne soixantaine d'années. Ennemi numéro 1 des ponts, les intempéries, l'humidité. Sur celui de l'Alouette où circulent 15 000 véhicules par jour, l'eau s'était infiltrée dans la structure. Coût de la réhabilitation, 1,5 million d'euros. Alors pour assurer la sécurité des usagers, une série de travaux a été programmée par l'agglo sur 2016. Vraiment, il va falloir qu'on y passe. Il y a d'autres chantiers à voir, Mirabeau, c'est les ponts sur l'avenue Gramont. Mais le point d'orgue était d'abord de refaire ce pont-là, qui est un pont central dans la desserte de l'agglomération. C'est fait. 50 ans sans travaux, c'est trop. Dès le mois d'avril, les 2 ponts qui enjambent le Cher sur l'avenue Gramont feront l'objet de travaux. En juillet, de nouvelles opérations concerneront, elles, le pont de la descente de Montjoyeux qui relie Tours à Saint-Avertin. En bref, un épisode de pollution particules en suspension attendu demain sur l'Indre-et-Loire, indique l'IGR qui prévoit un dépassement du seuil d'information et un indice de la qualité de l'air de 8 sur 10, c'est-à-dire mauvais. Attention aux personnes fragiles. La semaine de la presse et des médias à l'école, thème pour cette 27e édition, la liberté d'expression. On va prendre la direction de l'école primaire de Druy, à côté de Langeais, où l'on a réalisé aujourd'hui un journal télévisé, un véritable JT avec présentateur et équipe technique. Sur place, Audrey Champigny. Bonjour, bienvenue dans notre studio Druy Live. Un prompteur, un écran et des micros. On se croirait presque dans un vrai JT. À l'exception faite que les journalistes ici sont en réalité des CM1. Pour la semaine de la presse et des médias à l'école, cette classe de 25 élèves de l'école primaire de Druy a réalisé son propre JT pour leur web radio. Les élèves ont l'habitude de faire des JT dans la classe pour s'entraîner justement à dire les choses, à être convaincants. Voilà, c'est juste un travail ici en interne qui prend en compte toutes les compétences qu'on doit faire travailler à l'école. Le thème, la liberté d'expression. Et pour se prêter au jeu de l'invité, un journaliste venu parler de son métier, mais aussi le directeur académique en personne. C'était extrêmement important, d'une part, de montrer aux jeunes qu'on peut s'exprimer comme vous le dites, et également de leur apprendre à s'exprimer, c'est-à-dire de leur apprendre à dialoguer, de leur apprendre à écouter l'autre, de leur apprendre à répondre à partir d'arguments. Du côté des journalistes en herbe, tous ont joué le jeu. Pour l'occasion, Tino avait troqué ses habits d'écolier pour ceux de présentateur d'un jour. C'est un peu le chef, c'est celui qui prépare, celui qui lance le sujet. Qu'est-ce qui t'a plu le plus ? De lire le texte, puis de pas lire juste lire, mais d'exprimer, de mettre le ton, de ralentir, d'accélérer. De mettre un e-pape aussi ?
Quant à Mathis, Ewen et Jules, ils étaient eux aux manettes en régie. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? C'est de faire la transition entre... parce que donc nous, on avait le conducteur, mais que pour le présentateur et le journaliste. Du coup, ça a été difficile un peu de savoir quand l'invité finissait sa phrase. Et sinon, c'est relativement facile parce que c'est des touches et on doit appuyer sur les touches pour changer de caméra. La semaine de la presse à l'école, c'est jusqu'au 26 mars 2016. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Drue Live. C'est pas forcément toujours facile côté technique. 24 mars 2006, 24 mars 2016, TV Tour Val-de-Loire fêtera ses 10 ans demain. Anniversaire qui sera fêté en grande pompe. Image ici des préparatifs. On vous donne rendez-vous sur notre antenne dès 18h. Demain donc pour une émission spéciale de 2 heures. C'est Émilie Tardif qui donnera le coup d'envoi. De nombreux invités. Et puis l'équipe de TV Tour Val-de-Loire sera bien sûr présente. Ce soir, on revient justement sur ces 10 années. Il y a eu des reportages, des invités, des émissions, 10 années qui ont permis à notre chaîne de s'installer durablement, on l'espère, sur son territoire. 10 ans de TV Tour en chiffres avec Aurélie Renaud. 10 ans d'antenne, ce sont 87 600 heures de programme. Des magazines, la bonne étape de Perico Légas, Mageco en privé, Stadium, les lives et le prime time. Chaque soir, dès 18h, tout sur un plateau. Émilie Tardif prend l'antenne pour 45 minutes d'actu positive en direct. En 10 ans, 7000 invités ont été reçus et l'émission a proposé 5600 rubriques concoctées par une centaine de chroniqueurs. Et puis chaque soir à 18h45, le journal de TV Tour Val-de-Loire et l'invité de la rédaction toujours en direct. En 10 ans, les journalistes ont réalisé plus de 21 000 reportages. C'est 24 heures, l'essentiel de 24 heures d'actualité chez vous. Côté chiffres, on a de très bons résultats d'audience avec 166 000 téléspectateurs en public global d'après Médiamétrie et 4 habitants sur 10 de l'agglomération de Tours qui regardent TV Tour. L'histoire de TV Tour commence ici dans nos studios de l'avenue Gramont. Michel Denisot, le parrain de la chaîne, ouvre l'antenne. Nous sommes le 24 mars 2006, il est 18h. Bonsoir, je suis très honoré d'ouvrir l'antenne de TV Tour. C'est un moment émouvant et unique pour ceux qui ont voulu cette chaîne. La télé aujourd'hui est un des piliers du groupe Nouvelle République. Revendiqué, assumé et voulu avec tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui la regardent et qui sont de plus en plus nombreux. J'y croyais dès le début et j'y crois encore plus maintenant. TV Tour Val-de-Loire, c'est une équipe de 22 personnes, moyenne d'âge 31 ans. Parmi eux, les commerciaux, les techniciens, ils sont réalisateurs, ingénieurs du son, script, techniciens de diffusion ou encore infographistes. La rédaction, elle, est composée de 9 personnes, les journalistes reporters d'images. Ce que j'aime au sein de TV Tour Val-de-Loire, c'est l'esprit start-up qui perdure. En même temps, la chaîne a bien grandi, elle a trouvé sa place dans le paysage médiatique local. Nos journalistes sont présents sur les 2 départements de notre zone de diffusion, Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. Et aujourd'hui, TV Tour produit plus de 800 émissions par an. Et en 10 ans d'antenne, les journalistes auront parcouru 720 000 kilomètres pour réaliser leur reportage, soit 2 fois la distance entre la Terre et la Lune. Et plus sérieux maintenant, on va te parler de ces Tourangeaux touchés directement ou indirectement par les attentats de Paris et des victimes, des familles de victimes que prend en charge l'association Adavip. Elle a mené au moins 75 entretiens. On en parle dans un instant avec la présidente de l'association.